Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Soyez tous les bienvenus dans votre rendez-vous du dimanche sur Sud Radio de 11h à midi, le choc des idées. Une émission dans laquelle nous vous proposons d'entendre une voix libre, une grande voix qui n'a pas peur de déranger par ses idées. Et aujourd'hui, nous avons l'extrême plaisir de recevoir Alain Finkielkraut sur Sud Radio. Nous allons parler notamment de son livre Le cœur lourd, publié chez Gallimard. Nous en parlons avec mes deux acolytes du dimanche, Stéphane Simon, bonjour à vous. Bonjour à tous. Et Arthur de Vatrigan, bonjour Arthur. Bonjour. Directeur du magazine L'Incorrect. À propos de L'Incorrect, je précise que le magazine est toujours dans vos kiosques, mais que vous pouvez aussi vous procurer ce hors-série, assez fabuleux d'ailleurs, sur l'incorrect.org. L'art d'être français, avec une magnifique photo de couverture de Jacques Dutronc en train de fumer un cigare. C'est disponible donc sur l'incorrect.org. C'était l'instant publicité. Alors aujourd'hui, je le disais avec notre ami Alain Finkielkraut, nous allons parler évidemment, bien d'abord de son ouvrage, de ce qu'il pense aussi de l'avenir de la place des Juifs en France, des Français juifs, des doutes qui peuvent les animer lorsqu'ils voient ce qui se passe entre Israël et l'Iran. Nous allons parler aussi des scènes qui nous ont marqués à la suite des élections municipales et notamment des débordements dans les mairies, des accusations d'antisémitisme qui ont pu peser sur certaines campagnes. Mais avant d'entrer dans le vif de ce sujet, comme chaque fois, nous commençons par une carte blanche. Et cette carte blanche, elle est dédiée ce dimanche à Stéphane Simon. Elle est dédiée surtout au dernier film de Xavier Giannoli, parce que je me suis enthousiasmé pour ce film. Xavier Giannoli, pour nos auditeurs, c'est un de nos très grands réalisateurs. On le dit pas assez souvent, mais le cinéma français est un grand cinéma, reconnu mondialement parmi les meilleurs. Et Xavier Giannoli est pour moi un des plus brillants de nos meilleurs. Son dernier film s'attaque à un sujet âpre et le fait admirablement. Ce film s'appelle Des rayons et des ombres, et vous allez comprendre pourquoi il porte le nom d'un livre de Victor Hugo. Ce film fait le portrait pendant 3h15 de la dérive du journaliste Jean Lucher, qui finira à la tête du syndicat des journaux parisiens, très compromis dans la collaboration. Et cet homme n'est pas venu de nulle part. Ce n'est pas une génération spontanée de collaborateurs. C'est un homme qui vient de la gauche, qui par pacifisme ne se résout pas à vouloir la guerre avec l'Allemagne et va préférer la collaboration. Progressivement, il va fermer les yeux sur l'antisémitisme, les horreurs du nazisme, préférant la fête, les femmes, l'argent facilement gagné. Le film est singulier et courageux puisqu'il brise un de nos grands tabous issus de la guerre. Les gauches, qu'elles soient socialistes ou communistes, ont aussi donné une large partie des bataillons de collabos. Déa, Doriot, Henriot, d'autres, mais aussi une ribambelle de plumes de gauche qui ont préféré travailler avec l'occupant plutôt que d'aller rejoindre les gaullistes à Londres. Évidemment, le film fait réagir. Une grande partie de la presse bien pensante y voit une dérive morale inacceptable puisque ce film fait le portrait nuancé d'un collaborateur et lui reproche de créer de l'empathie. Cette presse est mal à l'aise avec même le titre du film puisqu'il est issu d'un livre de Victor Hugo, je le disais, qui y écrit « Tout homme sur la terre a deux faces, le bien et le mal. Blâmer tout, c'est ne comprendre rien. » Avec certains médias tendancieux, il parle d'un mauvais film, de psychologie superficielle, tire l'arme, et je dirais que c'est tout le contraire. Précisément, ce film n'est pas idéologique puisque c'est un film à hauteur d'individus qui regardent le réel comme on fait une reconstitution. C'est 7 ans de travail avec 4 historiens et 30 millions de budget pour être au plus près des faits. Ironiquement, le sujet du film est de montrer la corruption morale de tous ces journalistes qui ont encensé le régime allemand et accepté de travailler avec la censure nazie. Et une certaine presse d'aujourd'hui ne peut être que gênée par cela. Comme elle ne pardonne pas cette petite formule dite dans le film, le vrai pouvoir d'un journaliste, ce n'est pas ce qu'il écrit, mais ce qu'il n'écrit pas. C'est tellement vrai et tellement d'actualité. La pire des corruptions des journalistes est souvent de dissuader d'enquêter et d'écrire sur le réel qui fâche et qui ne doit tout simplement pas être vu. Et cette leçon en creux que nous apprend cette période, ces journalistes et intellectuels collabos, est sans doute encore vraie, tant on voit actuellement de journalistes se pincer le nez quand il faut enquêter, aller sur le terrain, voir le réel français et parler des sujets qui ne vont pas dans le sens du vent majoritaire. Oui, et vous n'avez pas peur d'aller dans l'autre sens, bien entendu. Stéphane Simon, Arthur de Vatrigan, vous étiez enchanté par ce film également. Oui, et pour plusieurs raisons. Alors, je ne partage pas complètement l'enthousiasme de Stéphane sur la grandeur du cinéma français. Je trouve qu'elle se fait quand même assez discrète ces derniers temps. Parce qu'on a un cinéma qui doute de lui, les salles se vident, le monde du cinéma calcule, temporise, et Giannoli fait exactement l'inverse, il fonce.
Un film sur la collaboration de 3h15, c'est ce qu'on appelle l'audace. L'audace, c'était une des qualités premières du cinéma français. Il la remet à son plus haut niveau. Ensuite, c'est un cinéaste qui a été parfait pour prendre ce sujet parce que c'est un cinéaste qui, pendant toute sa filmographie, a filmé le mystère et l'illusion. Quand on voit à l'origine, Marguerite, évidemment, Illusion perdue, son adaptation de Balzac, mais aussi l'apparition, c'est le cœur de sa filmographie. Ensuite, il a fait le pari de l'intelligence du spectateur parce que toute l'horreur de la collaboration, de la guerre et de l'occupation est hors champ. Ce qui est assez rare. Enfin, c'est un film qui crée le débat, qui fait converser en France, et c'est assez rare, et ça faisait longtemps, ça prouve qu'il y a encore un commun sur lequel on peut s'étriper et discuter. Et enfin, Giannoli n'a pas oublié que le moteur de l'Occident, ça a toujours été la recherche de la vérité, même si c'est remplacé de plus en plus par la recherche du bonheur. Et là, il ne discourt pas, il ne prêche pas, il met en scène, car il sait mieux quiconque que le cinéma est un miroir qui, par les images qu'il reflète, nous renvoie à nous-mêmes. Et nous, qu'aurions-nous fait? C'est la question qu'on se pose tout le long du film. Et le meilleur moyen que ça ne recommence pas, c'est d'accepter que l'immunité à 100% n'existe pas. Donc en gros, qu'on a tous quelqu'un, il y a un collabo qui sommeille au fond de chacun d'entre nous. Pas qu'il y a un collabo qui sommeille au fond de nous, mais que d'affirmer qu'on sera immunisé contre toute horreur, ça n'existe pas. On pourrait terminer sur ce mot. Alain Finkielkraut, vous n'avez pas encore vu ce film. Non, je n'ai pas vu le film, donc je vous ai écouté avec passion tous les deux. Je vais voir le film dans les plus brefs délais, ne serait-ce que pour participer à cette conversation, à ce débat auquel il donne lieu. Et j'ai été effaré, c'est vrai, par la critique que j'ai lue dans Libération, qui voulait effectivement que nous ayons un rapport facile, manichéen à la collaboration. Moment horrible de notre histoire, mais enfin, il y a déjà eu La Combe Lucien de Louis Malle, et il est bon d'envisager les choses avec subtilité. C'est ce que semble faire le film. Avec finesse, en tout cas. Tout de suite, venons-en aussi au vif du sujet de cette émission. C'est le dernier ouvrage d'Alain Finkielkraut, Le cœur lourd, un livre d'entretien avec le journaliste Vincent Trémollet de Villers. C'est publié chez Gallimard. Livre aussi, évidemment, qu'Arthur de Vatrigan a dévoré. Oui, Le cœur lourd est sans doute votre livre le plus personnel, parce que c'est un dévoilement pudique mené par Vincent Trémollet de Villers qui, avec toute sa finesse, toute sa malice et son admiration pour vous, vous pousse à confesser vos passions, vos souvenirs et vos tourments. Parmi ces tourments, il y a d'abord les mots. Les mots qui sont l'outil avec lequel travaillent ces artisans de la pensée que sont les philosophes pour appréhender le monde. Mais pas des mots pour fabriquer des concepts prophétisés, assénés ou affirmés. Non, des mots pour rendre compte de la comédie humaine avec le plus de précision possible, selon les infinies nuances de cette langue française que vous chérissez tant et que vous maniez si bien. Mais il y a aussi le doute, une vertu qui semble aujourd'hui menacée, et presque autant menacée que la langue française. Le doute vous habite, et votre trajectoire de philosophe montre une chose assez simple: les idées ne se développent jamais sur une autoroute rectiligne. Car oui, cher Alain Finkielkraut, vous êtes traversé de courants contraires. Il y a d'abord le fils de déportés polonais, méfiant à l'égard de cette France un temps antidreyfusarde et vichysoise, qui s'est pourtant fait, au fil du temps, défenseur de l'identité nationale. Il y a ensuite cet avocat de la République qui doit constater combien la République post-Bourdieu a répudié sa haute mission en sabotant l'école et en bradant la culture. Il y a encore cet homme de gauche qui, à mesure que ses anciens camarades trahissaient tout, s'est peut-être réfugié à droite jusqu'à devenir l'un des meilleurs penseurs de la transmission. Mais il y a aussi ce passionné de vaches et d'éléphants qui confesse sa tendresse pour l'âne et le crapaud, sa déférence pour les moutons et les cochons et son horreur des serpents comme des pigeons. Mais il y a aussi cet amoureux de Peggy et Kundera qui aime aussi le Tour de France, le PSG et Louis de Funès. Et il y a, et c'est l'objet d'un dernier chapitre implacable et essentiel, le défenseur inconditionnel d'Israël, contraint de lutter pied à pied contre l'antisémitisme de l'extrême gauche autant que contre la politique de Netanyahou. Et puis il y a aussi cet orphelin de Dieu, comme vous définissez vous-même, qui confesse recourir parfois à la prière. Alors certes, vous n'avez pas l'impétuosité du désespéré de Gustave Courbet, comme l'a écrit mon ami Rémi Carlu, mais vous êtes parcouru des mêmes déchirements, le cœur lourd, d'où ce ton si particulier, fait de ruminations angoissées, nostalgiques et fulgurantes. À l'heure des grands alignements, vous restez, cher Alain Finkielkraut, l'homme des interstices. Et si à chacune de vos pages, on ne peut s'empêcher de penser que les Yesterday étaient mieux avant, on se dit aussi en refermant le livre que Finkielkraut, c'est tout de même kiffant aujourd'hui, et peut-être mieux qu'hier.
Qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Il vous kiffe. C'est un texte absolument magnifique. Hein. Oh là là. Là, je vais rester pantois pendant tout le reste de l'émission. Hein. Merci beaucoup, Arthur de Vadrigan. Merci beaucoup pour cette présentation. Elle est très belle. J'espère qu'elle est juste. Écoutez, on va essayer de continuer à creuser justement le sujet, si j'ose le dire, de se remettre aussi de cet éloge fait par Arthur de Vatrigan. Restez avec nous, Alain Finkielkraut, on est toujours ravis de vous recevoir sur Sud Radio, je le rappelle. Vous publiez Le cœur lourd chez Gallimard en ce moment. Dans un instant, on va revenir notamment sur votre passé de 68 art. Comment a-t-on pu passer de 68 art à quelqu'un qui a peur de voir la France disparaître? On en parle dans un instant sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. De retour dans votre émission du dimanche de 11h à midi, le choc des idées, en compagnie de Stéphane Simon, d'Arthur de Vatrigan et de notre invité aujourd'hui, Alain Finkielkraut, qui publie Le cœur lourd chez Gallimard, toujours disponible évidemment chez vos libraires, on vous le recommande. Il y a quelques instants, Arthur, vous dressiez tout simplement un hommage et un éloge plutôt de notre invité et surtout de son dernier livre. Oui, parce que ce qui me fascine, c'est la disparition du doute. Parce que je pense que s'il n'y a plus de doute, il n'y a plus de conversation. Et donc ma question, c'est est-ce que ce doute qui vous habite n'est-il pas un moteur pour penser? Et est-ce que le doute qui disparaît avec l'affirmation et la polarisation extrême aujourd'hui ne participe-t-il pas de l'absence des débats et donc de la dépolitisation, c'est-à-dire de la radicalisation? Oui, la radicalisation est un problème énorme. Je vais vous demander juste de vous rapprocher un petit peu plus de votre micro, si vous le permettez, Alain Finkielkraut, qu'on vous entende bien. Vous disiez que la radicalisation est aujourd'hui un problème énorme. La politique obéit de plus en plus au schéma de la guerre civile, non plus le débat, mais le combat. Et c'est absolument déplorable, c'est très difficile à vivre. Alors le doute, oui, vous avez raison, parce que c'est la très belle phrase d'Albert Camus, le démocrate est modeste, il sait qu'il ne sait pas tout, et qu'il a besoin des autres pour mieux comprendre le monde. Sartre, face à Camus, pensait qu'il savait tout. Il s'adossait à la certitude d'être du bon côté de l'histoire, d'où d'ailleurs sa théorie de l'engagement. L'engagement, c'est le modèle de la guerre. Et il ne faut pas faire de quartier, puisqu'en face, il y a les oppresseurs, les exploiteurs, les dominants, les ennemis du genre humain. C'était, au fond, le moteur des temps modernes. Et puis, en 1980, est paru, le jour de la mort de Sartre, la revue Le Débat. Le modèle de la conversation s'est à nouveau imposé dans la vie intellectuelle. Et j'ai vécu de belles années de conversation, justement. Je me souviens de la création par Jean-Marie Borzex, son directeur, de l'émission Les Rencontres de Pétrarque, qui se déroulait à Montpellier, pour France Culture. Et c'est là que j'ai rencontré les gens de commentaires, Pierre Manant, j'ai rencontré Philippe Reynaud, etc. Et ça discutait dans tous les sens. Personne ne pensait être le détenteur de la vérité ultime. Et cette parenthèse enchantée s'est fermée en 2002 avec la parution du livre, de l'opuscule de Daniel Lindenberg, Le rappel à l'ordre, enquête sur le nouveau réactionnaire. C'était le grand retour des listes noires. Et la liste noire était assez fournie. Il y avait Michel Houellebecq, un autre romancier disparu, Maurice Dantec, il y avait Philippe Muret, Pierre Manant, Marcel Gauchet, et fort heureusement pour moi, j'y étais aussi, parce que c'était vraiment la Dream Team. J'aurais été très vexé de ne pas figurer dans cette liste, mais nous étions accusés de tous les péchés de la terre, nous étions les ennemis
de mai 68. Les traîtres. Nous étions islamophobes, ça commençait déjà là. Notre critique de la culture de masse révélait notre élitisme. Et ce livre avait été commandé par Pierre Rosanvallon. Et Pierre Rosanvallon dirigeait à l'époque le centre Raymond Aron, penseur libéral s'il en est, avec Manon et Gauchet. Et évidemment, le centre Raymond Aron a explosé. Et nous n'avons plus jamais retrouvé dans la vie intellectuelle cette tonalité-là, donc qui va en effet, sinon avec le doute, du moins avec une certaine modestie. Alors d'un autre côté, quand le doute m'habite, il concerne surtout mon inspiration. C'est-à-dire moi, je me demande à chaque livre si c'est pas le dernier. Je suis, si vous voulez, taraudé par cette inquiétude. Mais c'est un autre sujet. Stéphane Simon. Non, vous parlez beaucoup du doute. C'est vrai qu'il y a c'est vos doutes, mais on peut douter aussi de notre époque. D'ailleurs, vous reprenez dans votre ouvrage la formule de James Emprin. La vraie question est: à quels enfants allons-nous laisser le monde, alors que tout le monde se dit dans quel état on va laisser la planète. Vous dites, vous reprenez cette phrase: quels enfants allons-nous laisser le monde? À quels enfants allons-nous laisser le monde? Oui, c'est une phrase extraordinaire de James Emprin, le fils de Georges Emprin. Et elle est très juste, si vous voulez. C'est-à-dire que la transmission ne se fait plus. Nous vivons dans le monde de la communication. La chose est assez ancienne, mais elle se parachève aujourd'hui avec les réseaux sociaux, avec TikTok, avec Instagram. Et en outre, l'école, qui connaît aujourd'hui une crise terminale, a modifié son objectif. C'est-à-dire qu'il s'agissait autrefois, à travers les dictées notamment, à travers aussi des compositions de récitation, de donner la langue aux enfants. Aujourd'hui, on leur donne la parole avant de leur donner la langue. Ce qui fait que c'est une parole toujours plus pauvre, hein. La syntaxe s'effondre, le vocabulaire se rabougrit, et donc la nuance à tous les échelons de la société. Le redoublement du sujet, par exemple, ça peut être pratiqué par des ministres, par des présidents de la République. La France, elle a de la ressource. C'est les enfants, normalement, qui parlent comme cela. Et puis, je peux vous citer, pour ce que c'est devenu la syntaxe, l'actrice ou l'ancienne actrice Adèle Haenel. Si moi, en tant que femme blanche, je ne fais pas un travail de déconstruction sur comment j'ai été construite, alors forcément, je me fais moi-même le véhicule du racisme. Il y a tous les pensifs de l'époque, et il y a une langue qui n'est plus le français. Oui. Le français, dit Robert Heidegger, la langue française ne répond plus à l'appel de son nom. Elle a disparu de notre paysage auditif. Une autre langue se fait passer pour elle. Alors oui, nous avons toujours un moyen de communication, un outil de communication, mais quel rapport avec la langue française ? Cette langue formée par la littérature. Ben, le rapport se distend de plus en plus. Or, il faut se souvenir toujours de cette phrase d'André Gide: un peuple qui tient à sa langue est un peuple qui tient bon. Et donc on ne tient plus bon. Il y a une logique, ceci dit, à multiplier les redoublements de sujets à l'époque du moi-je. Vous vouliez revenir aussi sur mai 68, Arthur de Vatrigan. C'est en lien avec votre citation d'Adèle Haenel et de la déconstruction. Donc en fait, cette idéologie woke qui ne cesse de prospérer. Est-ce que justement, les woke, n'est-ce pas un retour de balancier de la génération 68 ? La promesse n'a pas été tenue. La promesse d'utopie et de paradis n'a pas été tenue. Et c'est le retour de balancier parce qu'ils remettent même en cause la raison. Ils mettent en cause ce qui existe, la nature, et vont encore plus loin dans la révolution pour aller jusqu'au réengendrement. Oui, c'est vrai. C'est... vous savez, Chesterton disait « Le monde est plein de vertus chrétiennes devenues folles ». Il faut prolonger la phrase de Chesterton en disant
le monde est plein d'idées démocratiques devenues folles. La liberté, d'abord. La liberté, ce bien si précieux, elle devient aujourd'hui, si vous voulez, on se réfère à la liberté pour justifier, pour vouloir l'auto-engendrement. Parce que notre liberté est hypothéquée par notre naissance. Nous sommes libres, mais nous naissons hommes ou femmes. De plus en plus, cela est mis en question. On le voit avec le phénomène trans. Les trans ont toujours été une exception. Ils sont devenus un exemple. Ce sont des personnes qui, en changeant de sexe, choisissent totalement leur identité. Et sur le modèle des trans, il y a les non-binaires. Si vous voulez, c'est presque anachronique aujourd'hui d'être un homme ou une femme, d'accepter d'être binaire, parce que la liberté tend à devenir une révolte contre le donné culturel ou le donné naturel. Bon, ça c'est le premier point. Et l'égalité, autre idée démocratique devenue folle, l'égalité, c'est aujourd'hui l'affirmation nihiliste que tout se vaut. Et c'est vrai maintenant à l'école. Cela justifie le relativisme culturel. Aucune culture n'est supérieure à une autre. Aucune œuvre n'est supérieure à une autre. Chacun doit pouvoir aimer ce qu'il aime. Et si vous référez à cette idée de la liberté dans l'enseignement, l'enseignement meurt. L'enseignement meurt parce que ce qu'on doit apprendre aux élèves, notamment dans des matières, le français, les humanités, c'est l'admiration. Et une admiration au départ obligatoire. On ne devrait pas demander aux élèves ce qu'ils pensent de la République de Platon ou ce qu'ils pensent de Madame Bovary. S'ils n'aiment pas Madame Bovary, le professeur a le droit de leur dire « mais vous avez tort, et je vais vous montrer pourquoi vous avez tort ». Et cela vaut aussi pour les tragédies de Racine et de Corneille ou pour les comédies de Molière, qu'hélas, on n'étudie plus guère dans les collèges et dans les lycées. Voilà, l'admiration doit être un préalable. Les classiques, disait Georges Louis Borges, sont des textes que l'on aborde avec une ferveur préalable et une loyauté préalable. Voilà, et cela n'est plus compris au nom d'une conception radicale de l'égalité. Voilà pourquoi je dis le monde est plein d'idées démocratiques devenues folles. Eh ben, on va en reparler dans un instant. Avec vous, Alain Finkielkraut, toujours, je rappelle votre ouvrage, le dernier, Le cœur lourd, publié chez Gallimard. On est toujours en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan. Si l'admiration se perd, la haine ne se perd pas. On parlera d'Israël et de l'Iran, notamment dans quelques instants sur Sud Radio. À tout de suite dans le choc des idées. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Nous sommes de retour sur Sud Radio dans votre émission du dimanche, le choc des idées. Les idées notamment de notre invité Alain Finkielkraut qui nous fait le plaisir de nous rejoindre. Nous parlons de son ouvrage Le cœur lourd, publié chez Gallimard, toujours en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan. Nous le disions à l'instant, il est temps de parler du doute et notamment du doute qui habite les amoureux d'Israël, comme l'est évidemment Alain Finkielkraut, à une période où c'est particulièrement difficile, Arthur de Vatrigan. Oui, parce que vous dites, nous devons faire face à la haine sans avoir la consolation de l'innocence. Alors on a eu le 7 octobre, Gaza, l'Iran, puis le Liban. Quel regard portez-vous justement sur ces conflits et cette guerre qui bousculent et nos repères et le monde? Alors, ça il me faut le temps de répondre. Le 7 octobre. Ça a été un événement traumatisant. Et on ne mesure pas à ça à quel point. Un immense pogrom. Des femmes violées, éventrées, 1200 morts, et les miliciens accueillis en héros lors de leur retour à Gaza. En 1903, il y a eu un pogrom inaugural du XXe siècle, le pogrom de Kishinev, maintenant situé en Moldavie.
Israël Zangwill, qui a été l'un des fondateurs du sionisme, avec Theodor Herzl, a dit à ce moment-là, la seule solution à la question juive, c'est de sortir les Juifs de Russie et de les planter dans un terreau qui leur appartienne. Ce terreau, c'est Israël. Et c'est dans ce terreau lui-même qu'a eu lieu un pogrom beaucoup plus féroce et sanglant encore que celui de Kishinev. Et le pogrom de Kishinev a donné lieu à un poème de Bialik qui est étudié dans les classes en Israël. Donc, si vous voulez, tous les repères ont été ébranlés. Le lieu du refuge est devenu le lieu du massacre. Il faut le comprendre. Il faut le comprendre. Et en même temps, en France et en Occident, cet événement terrible a désinhibé l'antisémitisme. Le génocide à Gaza a été dénoncé avant même que l'armée de l'air israélienne n'intervienne. Et le mot des génocides est obscène. 70 000 morts, c'est beaucoup, mais 22 000 combattants quand même parmi ces morts, et surtout c'est 3% de la population palestinienne. Quel rapport avec le génocide arménien, ou le génocide juif, ou le génocide des Tutsis, 800 000 en quelques semaines. Et puis surtout, je voudrais vous citer Lévinas. Ce qui fut unique entre 1940 et 1945, ce fut le délaissement. Toujours on meurt seul, et partout les malheurs sont désespérés. Et entre les seuls et les désespérés, les victimes de l'injustice sont partout et toujours les plus désolés et les plus seuls. Mais qui dira la solitude des victimes qui mouraient dans un monde mis en question par les triomphes hitlériens, où le mensonge n'était même pas nécessaire au mal assuré de son excellence. Qui dira la solitude de ceux qui pensaient mourir en même temps que la justice, au temps où les jugements vacillants sur le bien et le mal ne trouvaient de critères que dans les replis de la conscience subjective, où aucun signe ne venait du dehors. Interrègne ou fin des institutions, ou comme si l'être même était suspendu. Plus rien n'était officiel. Plus rien n'était objectif, pas le moindre manifeste sur les droits de l'homme, aucune protestation d'intellectuels de gauche, absence de toute patrie, congé de toute France, silence de toute église, insécurité de toute camaraderie. C'est extraordinaire. Là, on ne peut pas dire qu'il se passe la même chose avec Gaza. Ce génocide est dénoncé sur tous les campus, de Harvard à Sciences Po, en passant par l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où l'on pouvait lire ce slogan « sioniste hors de nos facs ». Donc, cette accusation est terrible, elle vise simplement à nazifier les juifs. Tous les juifs aujourd'hui, dans le monde, sont des sionistes génocidaires, et donc et génocidaire est devenu une insulte. Presque un droit de vie et de mort sur eux, mais on ne peut pas en rester là. Et j'en viens à l'essentiel de votre question. Il y a par exemple ce qui se passe tous les jours en Cisjordanie et qui est dénoncé par le chef d'état-major des exactions qui ont, dit le chef d'état-major israélien, aucune justification morale, et que d'anciens hauts gradés de Tzahal, du Mossad et du Shin Bet dénoncent comme des pogroms. Et le chef d'état-major a averti les responsables politiques israéliens que l'armée, aujourd'hui, était à bout de souffle. 400 000 réservistes vont être appelés, mais l'armée se bat sur le front iranien, sur le front libanais, sur le front syrien. Elle est présente à Gaza et ajoute le chef d'état-major, elle doit être présente aujourd'hui en Cisjordanie pour protéger les Palestiniens contre ces violences, des violences qui visent justement à chasser le plus possible de Palestiniens en Cisjordanie pour si vous voulez, parachever l'annexion de ce territoire. Donc c'est vrai, je n'ai pas la consolation d'innocence, je ne me sens pas coupable de ni même comptable de ce que font ces colons, ni des propos effrayants
des répugnants fanatiques que sont Smotrich et Ben Gvir. Mais je suis concerné, je suis compromis, je suis sali, j'ai honte. Je n'ai pas honte d'Israël, pays que j'aime, mais j'ai honte de cet Israël-là, parce qu'Israël aujourd'hui est divisé entre les héritiers d'Yitzhak Rabin et les disciples affichés de son assassin. Et moi, j'ai choisi mon Israël, donc je me bats constamment sur deux fronts. C'est épuisant, mais c'est nécessaire. J'aimerais revenir sur un terme que vous avez employé parce qu'on l'entend quasiment jamais, donc je voudrais vous laisser le préciser, mais vous affirmez qu'il y a des actes qu'on peut qualifier de pogroms qui sont perpétrés en ce moment en Cisjordanie par des Israéliens juifs sur des Arabes. Absolument, mais ce n'est pas moi qui le dis. J'ai rencontré l'année dernière en Israël Yair Golan, ancien chef d'état-major adjoint, qui s'est comporté comme un héros le 7 octobre, parce qu'il est descendu en voiture dans le sud, il a sauvé des gens. Il dirige le Parti démocrate, qui est un parti de gauche, et c'est lui qui m'a parlé de pogrom, et qui m'a dit, des juifs pogromistes, comment peut-on supporter ça? Donc c'est un Israélien. Et je l'ai dit, ce sont aussi d'anciens hauts gradés qui forment un comité des Commanders for Security, qui existe depuis quelques années, et qui milite, si vous voulez, ardemment pour un gouvernement de séparation nationale. Car ce qui est nécessaire aujourd'hui, c'est la séparation entre Israéliens et Palestiniens. L'alternative à la séparation, c'est la promiscuité meurtrière ou un nettoyage ethnique de très grande ampleur. Et ça, ce n'est souhaitable pour personne. Alors, est-ce que cette séparation donnera lieu à un État palestinien ou à une confédération jordano-palestinienne mieux inscrite dans l'histoire et la géographie? Ce n'est pas à moi de le dire, mais je milite encore et toujours pour cette séparation avec beaucoup d'Israéliens. Stéphane. Oui, il y a quand même une méconnaissance de ce pays, Israël, qui ne date pas du 7 octobre, et une aversion pour Israël, un antisionisme qui ne date pas du 7 octobre, qui est bien antérieur, puisque, je vais vous parler de mon expérience personnelle, j'ai entendu dire que Israël était un pays d'apartheid, j'y suis allé pour tourner une fiction, j'ai vu tout le contraire. Après, j'ai entendu dire que c'est le Mossad qui avait inventé le fait que des bébés étaient massacré le 7 octobre, c'était faux aussi. Comment est-ce que vous expliquez cet acharnement contre ce pays? Moi, j'y vois une forme de vengeance. Il y a l'idée de lui faire payer, de s'être développé, de s'être hissé parmi les pays les plus développés du monde, et ça, au milieu d'un environnement dont le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils sont à la traîne sur le plan du développement. Vous, comment vous expliquez cette haine farouche et cette méconnaissance réelle de ce qu'est Israël? Ehud Barak disait qu'Israël est une villa dans la jungle. C'est un peu ce que vous dites aussi. Alors, cette haine a quelque chose de mystérieux. Mais ce que je constate, c'est qu'elle a aujourd'hui un caractère antisémite. L'antisionisme est le prête-nom de la haine des Juifs. Premier constat. Deuxième constat, la haine des Juifs a changé de camp. Elle est passée de l'extrême droite, où elle existe encore, mais pour le coup résiduelle, à l'extrême gauche. Et c'est une haine bouffie de bonne conscience, parce qu'elle n'est pas fondée sur la négation de la Shoah, elle s'adosse à la Shoah pour dire aux Juifs, aux Israéliens et à tout leur soutien sioniste, vous faites sur les Palestiniens ce que vos aïeux ont eu à subir de la part d'Adolf Hitler. Donc, on leur coud non plus l'étoile jaune sur la poitrine, mais la croix gammée. Donc, une haine bouffie de bonne conscience, et il faut le dire aussi, qu'elle a, dans la France aujourd'hui, un caractère clientéliste. C'est le choix assumé
de la France insoumise. Ça a été un sujet de débat lors des dernières élections, des élections qui ont donné lieu à des scènes assez frappantes, dont on peut tirer quelques enseignements. On va en parler dans quelques instants, toujours en compagnie de notre invité Alain Finkielkraut, qui publie Le cœur lourd chez Gallimard. On est toujours en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, le choc des idées, Jean-Marie Bordry. Bienvenue à tous dans notre émission du dimanche sur Sud Radio. Le choc des idées en compagnie de Stéphane Simon et d'Arthur de Vatrigan et de notre invité Alain Finkielkraut qui publie Le corps lourd chez Gallimard. À l'instant, Arthur de Vatrigan, nous parlions des dernières élections municipales dont le résultat a donné lieu à des scènes parfois d'une cohue assez indescriptible dans les mairies lorsque le perdant a été symboliquement lynché par des foules qui célébraient la victoire de leur candidat. Oui, je voudrais avoir votre avis, votre regard, Alain Finkielkraut. Moi, en voyant ces scènes assez affreuses et humiliantes, et encore, il y avait des policiers et des caméras. Imaginez s'il n'y avait pas de policiers et de caméras. Moi, j'ai pas senti un revival, comme on dit, d'une révolution, mais plutôt des odeurs assez effrayantes d'épuration. Parce qu'on prenait des gens qui étaient en poste, qui étaient au pouvoir, et on les fait payer. Et s'il y avait des rasoirs, ou des goudrons et des plumes, ils seraient sortis pareil. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors moi, la séquence des élections municipales, j'ai eu plusieurs réactions. Le soir du premier tour, j'étais très malheureux. Parce que je pensais qu'effectivement, la France insoumise allait être sanctionnée pour son apologie de la violence et pour sa dérive antisémite. Tel ne semblait pas être le cas. La France insoumise était bien classée, et ensuite, j'ai vu toutes ces alliances déshonorantes conclues avec les socialistes. Après le deuxième tour, j'ai été, dans un premier temps, soulagé, notamment de voir à Toulouse la défaite de François Picmal, qui avait écrit sur la Ville Rose une histoire dont il avait omis l'attentat islamiste contre l'école aux Arts à Torah. Donc, je me suis dit, voilà, la gauche dreyfusarde, la gauche laïque et patriotique existe encore. Elle n'est pas morte, tant mieux. Mais ensuite, et très vite, j'ai été à nouveau triste et même en colère quand j'ai vu les scènes dont vous parlez. Parce que c'est une violence atroce, c'est une violence inadmissible, venue d'un seul camp, des électeurs dégagistes qui veulent à peu près faire la peau à un certain nombre de maires sortants. C'est pour moi la preuve que nous vivons dans un climat de quasi-guerre civile. Et c'est très inquiétant. Le fascisme est un ennemi imaginaire depuis longtemps. En revanche, ce qui nous menace aujourd'hui, et qui nous menacera de plus en plus, c'est un antifascisme à front de taureau. Cet antifascisme va se déchaîner. Imaginez ce qui va se passer si le deuxième tour des élections présidentielles se résume à un face-à-face entre Mélenchon et Bardella. Imaginez ce qui va se passer après la victoire, que je ne souhaite pas, de Jordan Bardella. La France va être à feu et à sang. Donc je suis très 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 inquiet, en effet, par ce climat qu'entretient la France insoumise. On l'a vu aussi avec l'épisode autour de la mort de Quentin Derenque, si vous voulez. Soutien à la jeune garde et dénonciation d'un néo-nazi. Et donc, c'était bien fait pour lui. Si un nazi est assassiné, ben, ça débarrasse la terre d'un monstre. Donc, on ne va pas se formaliser pour si peu. On en est là. Parce que, si vous voulez, l'antifascisme, eh bien, il retire, comment dire, il arrache à la communauté humaine les gens qu'il vise. Vous ne faites pas partie de l'humanité si vous êtes fasciste ou a fortiori nazi. Et voilà ce que nous vivons aujourd'hui, au jour le jour. Un antisémitisme de plus en plus violent et de plus en plus fou. Dès 2017, Jean-Luc Mélenchon avait apostré Manuel Valls en ces termes.
moi, je ne m'assieds pas à côté de ce nazi, tu n'es qu'une ordure, une merde, un pauvre type, etc. Une ordure, un pauvre type, une merde. Voilà comment on parle. Et c'est Sofia Chikirou qui dénonce un certain nombre de journalistes et dit que ce sont des nazis au petit pied. Voilà où mène aujourd'hui la mémoire de l'épisode hitlérien. Donc, on n'est pas au bout de nos peines. Et je précise que nazi au petit pied était une citation à peu près de Simone Veil qui avait dit la même chose à des militants du Front National dans les années 70 qui étaient venus... en même temps, elle-même a été accusée par l'extrême droite de fomenter un nouveau génocide avec la loi sur l'interruption de grossesse. Donc voilà. C'était exactement ça. On pourrait dire que Chikirou avait aussi traité Fabien Roussel de Doriot. Vous vous en souvenez? Donc on voit que les accusations de fascisme vont... Oui, mais elles vont bon train et elles excluent ceux qu'elles visent de l'humanité commune, ce qui est extrêmement dangereux. Et à côté de ça, paradoxalement, alors qu'on accuse des gens de nazisme, on exonère d'autres régimes totalitaires de leurs crimes. Je peux citer par exemple Rima Hassan qui avait déclaré au début de la guerre en Iran, l'Iran a le droit de se défendre et Israël le droit de la fermer. C'est une citation précise de ce qu'elle avait dit publiquement. Qu'est-ce que ça vous évoque? Elle a dit aussi, Rima Hassan, que l'Algérie, au moment même où Boualem Sansal croupissait dans les geôles du régime, était la Mecque des libertés. Donc celle-là n'en rate pas une. Mais c'est vrai, on vous dit aujourd'hui que avec cette guerre en Iran, l'Amérique et Israël violent le droit international. C'est hallucinant, si vous voulez. Un peu de mémoire historique quand même. La Société des Nations, dans les années 30, un juif de Silésie témoignait des persécutions qu'il subissait avec sa communauté. Et il y avait là Goebbels. Et Goebbels a dit, avec un sourire, « Charbonnier est maître chez soi ». Et aujourd'hui, ceux qui se réclament du droit international sont dans la droite ligne de cette formule de Goebbels. Charbonnier est maître chez soi. Maduro est maître chez lui. Le régime de Mollah est maître en Iran. Donc, cette guerre, elle fait peur à tout le monde. Je continue à espérer qu'elle aboutira à un changement de régime, mais je suis dubitatif, je suis sceptique. Ce régime a encore de la force et surtout, il fait terriblement peur au peuple. Le peuple ne peut pas descendre dans la rue, non seulement parce que Téhéran est bombardé, mais parce que, au début janvier, la répression a fait près de 40 000 morts en 2 jours. 40 000 morts en 2 jours. Donc la situation est absolument tragique. Peut-être s'oriente-t-on vers une paix bancale, renonciation éventuelle au programme nucléaire, au programme balistique, etc. Mais régime des mollahs, indécrottable. Ce serait terrible, parce que toute notre pensée doit aller aujourd'hui au peuple iranien. Et on en reparlera encore sur Sud Radio. Merci d'être intervenu dans le Choc des idées, Alain Finkielkraut. Je rappelle votre ouvrage, un livre d'entretien avec le journaliste Vincent Trémollet de Villers. C'est publié chez Gallimard. Le cœur lourd, évidemment, nous le recommandons dans le Choc des idées. Je remercie mes 2 comparses, Stéphane Simon ainsi qu'Arthur de Vatrigan. Je rappelle ce hors-série du magazine L'Incorrect, l'art d'être français, avec une magnifique photographie de Jacques Dutronc en couverture. C'est disponible sur l'incorrect.org. Chers amis, c'est la fin de cette émission, mais vous pouvez retrouver cet entretien en podcast sur sudradio.fr. Quant à moi, je vous laisse en la compagnie de Laurent Permas, juste après les informations, pour La vie devant nous. Bon dimanche.